Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Fabrice Bonvin et nous parlerons OVNI. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fabrice Bonvin, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous vous intéressez aux phénomènes OVNI, aux phénomènes paranormaux depuis 1989. Vous avez été vous-même témoin de certains phénomènes. C'est le fait d'avoir été témoin qui vous a incité justement à poursuivre cette recherche dans le paranormal et sur les OVNI? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, j'ai fait plusieurs observations, mais la première a eu lieu effectivement en 1989. J'avais 14 ans à l'époque, et j'ai observé un ovni durant la nuit, de grande dimension et pourvu de ce qui peut être interprété comme des hublots, très lumineux, donc des blocs blancs très lumineux. Et puis cet objet avait déjà une certaine singularité au niveau de sa forme. Mais ce qui était le plus étonnant, c'est les manœuvres je dirais, aérodynamiques qu'il a effectuées, puisqu'il a effectué plusieurs virages à angle droit, à des vitesses fulgurantes. Donc pour les auditeurs qui connaissent le témoignage de Jack Crean, c'est ce pilote militaire qui a observé durant les années 70 et qui a poursuivi même un ovni en forme de cigare avec des hublots, j'ai vu la même chose, mais de nuit. Et quand vous dites lumineux, qu'est-ce que vous entendez par là? Une lumière très très forte, très intense, sans être éblouissante. Voilà, dans ce sens-là. La lumière avait toujours la même intensité, même durant l'accélération, n'a pas changé de couleur, c'était du blanc. Alors comment était cette lumière? C'est une lumière comme la lumière que l'on reçoit ici, sur Terre, ou plus exactement une lumière comme décrivent certains expérienceurs de NDE? Je dirais une lumière comme un éclairage. Une bonne analogie serait les projecteurs sur aux abords des stades de football. L'objet, j'estime que sa taille était énorme. Alors après, c'est toujours difficile d'estimer les distances, comme on le sait, surtout de nuit. Mais l'objet, je dirais, sa taille apparente faisait peut-être 3-4 cm. Mais j'estimais que l'objet était assez loin en fait, de ma vision. Et les calculs que j'ai pu faire montrent que l'objet devait faire au moins 100 mètres de longueur. Voilà. Pour ceux qui veulent se faire une idée de ce que j'ai observé, il faudrait qu'ils se rapportent au témoignage de Jack Crean. Et puis, il y a beaucoup de reconstitutions qui ont été faites sur son observation. C'est vraiment un cigare pourvu de 5 ou 6 hublots. Voilà. Aussi simple que ça. Et ça se passait où exactement? Dans les Pyrénées. J'étais à bord d'un autobus. Donc je l'ai observé alors que j'étais en mouvement. Mais cet objet, si vous voulez, volait à basse altitude, à une distance assez éloignée du véhicule dans lequel j'étais. Et puis il se déplaçait à une vitesse, je dirais, assez lente pour finalement s'arrêter et faire un virage en angle droit pour disparaître dans l'espace, comme il l'a fait lors de l'observation de Jack Crean. Alors vous étiez dans un bus avec d'autres personnes? Oui, j'étais dans un bus avec d'autres personnes. Alors la spécificité, c'est que c'était un bus, je dirais, de tourisme. Je revenais de mes vacances en Espagne avec ma famille. Donc j'étais dans ce qu'on appelle une couchette. Donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup de gens à portée de main, si je peux m'exprimer ainsi. Mais une autre personne qui était à côté de moi a pu faire l'observation en même temps, mais ce qui est très étrange, c'est qu'elle s'est endormie durant l'observation, juste avant que ces virages en angle droit, je dirais, qui confirment la nature complètement exotique du phénomène, se manifestent. D'accord. Donc,
Bon, j'en ai amplement parlé dans mon premier ouvrage, Les agents du changement. Ouais. Et je pense que l'OVNI, effectivement, voulait se manifester à moi en particulier, et par un processus que j'ai de la peine à expliquer, agit sur la conscience de l'autre personne qui observait le phénomène et a fait en sorte qu'elle s'endorme. D'accord. On peut dire ça ainsi. D'accord. Et on retrouve le même phénomène lors des abductions, les soi-disant enlèvements par les extraterrestres. On a souvent une personne qui fait l'objet, je dirais, de l'enlèvement. Et son conjoint, par exemple, dans le lit, ne remarque rien, est aussi profondément endormi, malgré les cris, malgré l'agitation qui peut se passer dans la pièce. Donc, ça montre bien que le phénomène OVNI a une emprise sur notre conscience qui est très importante. Donc vous avez eu un parcours. En 2012, vous avez été nommé directeur du MUFON pour la Suisse. Expliquez-nous déjà ce qu'est le MUFON. Oui, alors le MUFON, qui est le MUFON, Mutual UFO Network, Oui. a été créé, alors si je ne m'abuse, durant les années 70, afin de mettre en réseau des enquêteurs dans chaque État, et de mettre en place, un réseau d'enquêteurs pour effectivement faire des enquêtes, des rapports ensuite, et créer un congrès annuel avec un rapport annuel, de manière à, comme son nom l'indique, mutualiser les ressources, les intelligences, le temps des enquêteurs pour faire, progresser la recherche ufologique. Voilà, donc c'est vraiment l'ufologie telle que je l'entends, et c'est pour ça que j'ai décidé d'adhérer, même si le MUFON est passé par des hauts et des bas. C'est parce que c'est une organisation qui a compris que le cœur de l'activité d'ufologue, c'est l'enquête de terrain, et c'est là dans l'ufologie. Alors j'aime aussi la recherche plus académique, mais j'aime aussi rencontrer les témoins, et puis aller sur le terrain. Donc je trouve ça intelligent, j'aime bien l'approche. Et la deuxième chose, c'est de mettre en commun les compétences de chacun. On peut avoir un enquêteur qui est astronome, l'autre qui est psychologue, l'autre qui est sociologue, et mettre toutes ces compétences en commun pour... je trouve ça assez fantastique. Et on a un petit peu la même chose en France, le GEPAN avec les réseaux, là, il y a quelques années. Donc voilà. Donc j'aime bien le MUFON, donc j'ai décidé de jouer le jeu. Donc ce qui se passe pour moi maintenant, c'est que je reçois des notifications de la part des MUFON. Donc quand un témoin observe un OVNI, il a la possibilité d'aller sur le site du MUFON, le site internet, de notifier son observation, et je reçois un rapport avec les coordonnées du témoin, et à moi de le contacter afin de faire une enquête s'il y a lieu de la faire. En fait. Oui, alors vous avez passé combien de temps, MUFON ? Voilà, ça doit faire une année que je suis directeur. Oui. Mais le MUFON, je le suis depuis une vingtaine d'années, donc je suis bien au courant de leur recherche, de leur fonctionnement aussi. Alors qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça ? Parce que chez nous, on a le GEPAN, mais bon, le GEPAN, on en a vite fait le tour finalement. Oui, mais bon, avec le MUFON aussi, mais je dirais que c'est deux organismes qui sont complètement différents. Le GEPAN a été créé, comme vous le savez, c'était une volonté politique, de mettre en place, de répondre à un questionnement de la population sur ces phénomènes, sous couvert du Centre national d'études spatiales, sous sa direction. Donc là, on est vraiment dans une organisation déjà qui est publique, et puis qui reçoit une mission de l'État, et puis, si vous voulez, qui est vraiment hautement politisée et institutionnalisée. Avec le MUFON, ça n'a rien à voir. On est dans le cadre d'une organisation qui est une organisation privée, avec des gens qui ne sont pas rémunérés pour ce qu'ils font, c'est du bénévolat. Ça coûte même, parce que je peux vous dire que pour aller faire des enquêtes, oui, je me doute. La benzine, vous avez le prix vous prenez sur votre temps, vous prenez sur tout. Donc l'activité d'ufologue, en fait, c'est une activité qui coûte cher. Pas qu'en termes, je dirais d'argent, mais aussi en termes de temps, de réputation, de sociabilité, etc. Mais donc je crois que c'est difficile de comparer ces deux organisations parce qu'elles n'ont pas la même essence, elles n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Le GEPAN a un objectif, je dirais, un peu d'intérêt public. Le MUFON a plus un objectif d'un organisme privé, quoi. Alors vous avez été témoin vous-même de phénomènes, il y a des millions de personnes qui sont témoins, qui voient des choses, qui voient des ovnis. Moi-même j'ai vu certaines choses. Et il y a un ministre qui a parlé, qui a fait une révélation, on peut le retrouver sur le net, sur YouTube, il s'agit d'un Medvedev pour pas le citer. Finalement, on tourne en rond. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, oui, la question est très vaste. Alors, pour répondre peut-être sur l'attitude des gouvernements,
on connaît la position officielle. La position officielle, en fait, ça s'est passé comme ça. Le gouvernement des États-Unis a mis en place des études officielles sur le phénomène OVNI à partir de 1947 avec le projet Soucoupe ou le projet SIGN. Ce projet a rapidement évolué en une plateforme de relations publiques visant à démystifier toutes les observations quand l'étude est devenue le projet SIGN, fin 1948. Et ça a continué comme ça jusqu'en 1968, où là, l'armée de l'air a mandaté donc, le professeur Condon de l'Université du Colorado pour donner des recommandations sur ce qu'il fallait faire. Mais cette étude, comme on le sait, était biaisée. L'idée était pour l'armée de l'air de se retirer du phénomène OVNI et d'arriver à ces deux conclusions qui sont la première, que le phénomène OVNI ne cause pas de danger pour la sécurité nationale. Et la deuxième conclusion, c'est que le phénomène OVNI n'a pas d'intérêt scientifique. Donc le gouvernement américain a publié ses résultats, a fermé ses enquêtes officiellement. Et en fait, depuis 1969, on en est resté là. Effectivement, on tourne en rond. Il ne se passe rien. Donc maintenant, si vous adressez un courrier à l'administration américaine leur demandant un rapport sur les OVNI ou quoi que ce soit, ils vont vous renvoyer à cette étude du professeur Condon de 69. Oui. Donc ça, c'est pour l'aspect des enquêtes officielles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gouvernements se sont basés sur ces conclusions pour mener leur propre politique sur le phénomène OVNI. Par exemple, c'est le cas de l'armée suisse. L'armée suisse, par exemple, s'est basée sur ces conclusions pour dire le phénomène OVNI n'existe pas puisque les Américains le disent et puisque les Américains ont mené aussi les recherches les plus avancées sur ce sujet. Alors c'est là où je tire mon chapeau à la France, c'est que la France a dit non, on va suivre notre propre politique d'enquête officielle sur les OVNI avec le Japon. Et même chose pour d'autres pays, en particulier en Amérique du Sud. Mais tout ça, en fait, c'est qu'une vaste fumisterie. Ça, c'est l'histoire officielle. Après, on a l'histoire que les ufologues aguerris connaissent, c'est qu'au-delà de ces plateformes de relations publiques, qui étaient du grand n'importe quoi, puisque de toute façon, les moyens n'étaient pas donnés aux enquêteurs pour mener des enquêtes correctes, il y avait de vraies recherches qui étaient faites de manière secrète, avec des projets écrans, ultra classifiés aux États-Unis, et ça s'est aussi fait dans d'autres pays comme l'Angleterre par exemple. Mais c'était fait à complètement un autre niveau et avec d'autres moyens. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion et sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations et les podcasts sur le site de l'émission La Clé du Mystère, www.laclédumystère.com ou .net. Nous retrouvons tout de suite Fabrice Bonvin. Nous parlons OVNI dans La Clé du Mystère aujourd'hui. Alors par exemple au Mexique ou dans les pays d'Amérique du Sud, on a l'impression qu'il n'y a pas ces problèmes que l'on ressent ici en Europe. Il n'y a pas cette omerta. On parle beaucoup plus facilement de ces phénomènes. Les médias ont l'air beaucoup plus ouverts. Et pourquoi finalement ? Bon, alors en ce qui concerne l'Amérique du Sud, vous tombez bien parce que j'ai passé plusieurs mois là-bas en cité et je connais très bien l'ufologie brésilienne puisque j'ai repris certaines enquêtes du journaliste Bob Pratt, journaliste américain qui est maintenant décédé. Alors je peux vous dire qu'au Brésil c'est la même chose en fait. Il y a beaucoup de fantasmes et de mythes qui circulent sur l'ufologie en Amérique du Sud, mais ce que je peux vous dire c'est que il y a aussi une dissimulation d'informations, par exemple au Brésil, et ça c'est très bien documenté au travers, pour prendre un exemple concret, les apparitions qui ont eu lieu en 1977 dans le nord-est au Brésil, donc à l'embouchure de l'Amazonie. Je ne sais pas si vous connaissez le cas, mais en gros, il y a eu pendant plusieurs mois des ovnis nocturnes qui sont apparus dans cette région sur plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines, etc., et qui ont attaqué des pêcheurs. Il y a eu beaucoup de cas de piqûres, de brûlures, il y a même eu 2-3 décès liés à ces apparitions. Et on sait que le gouvernement brésilien a mis en place une étude secrète, mis en place un commando pour aller enquêter en Amazonie,
Donc on connaît les résultats de ces enquêtes, on sait ce qui s'est passé puisqu'il y a eu beaucoup de fuites finalement. Mais voilà, ce cas date maintenant d'il y a de presque une quarantaine d'années et on sait que le gouvernement brésilien continue à ne pas vouloir divulguer les enquêtes officielles sur cette opération qui s'appelle l'opération Prato. Donc oui, il y a eu des fuites. Le commandant de l'opération a parlé aux médias. Bon, il a été retrouvé suicidé quelques semaines après. Ah oui, quand même. C'est ça, petite anecdote. Mais le gouvernement américain a dit à la principale organisation ufologique brésilienne, il y a encore quelques mois, qu'il détenait des informations sur cette opération et qu'il ne voulait pas la rendre publique pour des questions de sécurité nationale. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Je crois que tous les pays ont un petit peu la même politique. Je connais pas un seul pays qui a fait l'objet d'une totale ouverture sur ce sujet. Je pense que la mission première d'un gouvernement, c'est de maintenir la sécurité de garantir la sécurité de ses citoyens. Et puis là, effectivement, avec le phénomène OVNI, ils n'en sont pas incapables puisqu'il y a des incursions dans leur espace aérien qu'ils ne maîtrisent pas. Donc voilà. Et alors voilà, imaginons qu'ils disent voilà, les ovnis existent. Les premières questions qu'on va leur poser, c'est ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils viennent d'où? Je suis pas sûr qu'ils aient les réponses puisque le phénomène OVNI, c'est mon hypothèse, à plusieurs origines. C'est extrêmement complexe. Et qu'est-ce qu'ils nous veulent? Je crois que les motivations sont aussi différentes en fonction de l'origine du phénomène et puis aussi de l'origine du phénomène, si vous voulez. Donc comme ils peuvent pas répondre à ces deux questions basiques, ils préfèrent se taire et puis être pris dans une espèce d'escalade du mensonge et du silence. Alors ça devient ridicule parce que maintenant tout le monde se rend compte que le phénomène OVNI existe. Mais il continue à nier, donc il lâche du lest. Vous voyez, vous avez remarqué que les journalistes et les médias maintenant sont beaucoup plus, je dirais, avenants et avec le phénomène OVNI, plus ouverts au phénomène OVNI, il y a moins de sarcasme, il y a moins de rigolade, on prend les témoins plus au sérieux, donc il y a une ouverture. Alors il est quand même préférable de connaître la vérité. On nous a fait le même coup avec Tchernobyl, le nuage qui s'arrêtait à la frontière, avec Fukushima, etc., etc. On est constamment en désinformation, on nous ment sans arrêt. Comment faire pour obtenir vraiment les véritables informations? Oui, mais il est fort probable que de nombreux gouvernements ne savent pas à quoi ils ont affaire. Parce que le phénomène OVNI les dépasse. Je crois que Medvedev, son idée c'était de lancer un signal, un avertissement aux États-Unis. Parce que, on le sait, les Russes possèdent probablement beaucoup d'éléments sur le phénomène OVNI, de par, je dirais, leur armée, de par la taille de leur territoire, de par, je dirais, les hommes de science qu'ils ont. C'est quand même une nation avancée, une nation nucléarisée qui a reçu la visite de phénomènes OVNI à de nombreuses reprises, en particulier au-dessus de ces sites nucléaires. Donc ils sont parfaitement au courant que le phénomène OVNI existe. Après, il est possible qu'ils en savent beaucoup plus aussi sur son origine et ses motivations, sa technologie, etc. Et c'est vrai qu'on regarde l'état des relations diplomatiques avec les États-Unis actuelles, elles sont, je dirais, très mauvaises. On parle même d'une reprise de la guerre froide. Je pense que Medvedev a voulu envoyer un message à Obama en disant arrête de nous embêter sur plusieurs dossiers. On connaît les dossiers, les contentieux entre les États-Unis et la Russie. C'est le bouclier antimissile, c'est la Syrie, c'est les ressources naturelles, c'est l'affaire Snowden, etc. Donc dans ce contexte, il a envoyé ce message à Obama en disant fais très attention. Parce que si tu continues à nous embêter, on va commencer à divulguer des informations sur le phénomène OVNI. Alors s'il y a divulgation, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose. Oui, mais je pense qu'il me semble tout à fait concevable qu'on a affaire à une conspiration dans le sens où les chefs d'État, je dirais entre eux, s'entendent pour maintenir le secret sur le phénomène OVNI. Et j'en tiens pour preuve ce qui s'est passé au Brésil. Par exemple, je vous ai parlé de l'opération Prato tout à l'heure. Oui. On sait que l'armée brésilienne a mis un fin à son opération et ce sont les États-Unis qui ont repris l'opération avec beaucoup plus de moyens. À l'époque, c'était en 1977. Et on a le même cas pour l'affaire de Virginia, aussi au Brésil. Donc c'est l'histoire d'un crash d'OVNI qui a eu lieu en 96.
Et on sait qu'il y a eu des accords qui ont eu lieu il y a eu des accords qui ont été mis en place entre les États-Unis et le Brésil pour s'occuper de cette affaire. Donc les pays collaborent sur le phénomène OVNI. Alors justement, ce fameux crash, on n'avait pas récupéré un extraterrestre qui était à l'hôpital. J'ai entendu une histoire un peu de ce genre. Il y a multiples rebondissements, mais c'est l'affaire effectivement d'un crash observé par plusieurs témoins. Puis ensuite, il y a eu une séquence d'événements où des créatures extraterrestres ont été observées vivantes dans la ville par différents témoins civils qui ont appelé d'abord les pompiers et ensuite l'armée est intervenue pour capturer ces créatures en pleine ville. Il y a eu plusieurs points de récupération de ces créatures. Certaines ont été récupérées vivantes, d'autres sont mortes, étaient abattues, puis ont été effectivement après envoyées dans un hôpital à Tres Coracoes, qui est pas loin, mais je suis allé à Virginia. Puis là, il y a une importante base militaire, et c'est là où auraient eu lieu en fait des autopsies. Donc on connaît le nom des soldats qui ont été impliqués dans l'opération, on connaît le nom du chirurgien qui a fait l'autopsie, et ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, certains corps ou peut-être l'épave du vaisseau extraterrestre aurait été renvoyée ensuite aux États-Unis en vertu de ces accords. Donc, ils sont toujours actuellement, en ce moment, aux États-Unis. Alors ça, on n'en a aucune confirmation. Sur ce dossier, on n'en sait pas plus, alors il y a quand même une omerta. C'est évident qu'il y a une omerta. Le cas est extrêmement bien documenté. Historiquement, des historiens peuvent le documenter. Richard Dolan, aux États-Unis, qui est historien, le fait dans ses livres. Oui, on sait qu'il y a une politique d'abord on a passé le phénomène sous silence, on a ridiculisé les témoins, on a ridiculisé les enquêteurs, on les a espionnés. On a mis en place des opérations de désinformation, de propagande. Bon, il y a plusieurs cas que je pourrais citer. Et puis ensuite, voilà où on en est actuellement, quoi. Je veux dire, si vous dites que vous avez vu un ovni, les gens continuent à rigoler et à se ficher de vous, quoi. C'est dramatique. Oui, ça me fait penser au NDE. Il y a quelques années, il y a quelques 20 ou 25 ans de ça, on ne savait rien. Tout au moins, on nous cachait certaines choses. Aujourd'hui, on parle de conscience délocalisée, les recherches avancent, les témoins parlent. Ça va quand même mieux. Mais pour le phénomène OVNI, on en est toujours au point mort. On tourne en rond. Oui, parce qu'il y a... je crois que c'est lié à un phénomène de désinformation, puisque les scientifiques rationalistes ne s'amusent pas à produire des éléments de désinformation sur les NDE, alors que sur les OVNI, c'est bien sûr le cas puisque ça touche à la sécurité nationale. Il faut savoir que le phénomène OVNI est intimement lié au problème nucléaire, qui est lui-même un sujet éminemment sensible pour les gouvernements. Alors que la NDE, c'est un peu un phénomène ontologique que chaque personne vit. Donc il n'y a pas vraiment de motivation de la part des gouvernements de créer de la confusion et de la désinformation sur ce sujet. C'est peut-être pour ça qu'on en sait plus sur les NDE que sur les OVNI. Puis un deuxième élément, c'est que les NDE, scientifiquement, vous pouvez les valider. L'activité électrique du cerveau est mesurable, etc. Pour ce qui concerne les OVNI, on est en face d'un phénomène qui est insaisissable, qui n'est pas reproductible en laboratoire, et en plus, à mon avis, qui est hautement manipulatoire. Donc, à moins que le phénomène ait, je dirais, une motivation à apparaître au grand jour, je pense qu'on aurait beaucoup de peine à l'approcher, à l'appréhender de manière scientifique, puisqu'on n'a pas les outils pour le faire. Alors, on a beaucoup parlé du crash de Roswell, on en parle régulièrement d'ailleurs. Fantasme ou réalité ? Oui, alors manipulation des informations, il y a eu. Ça, j'en suis convaincu. Donc, si on part de ce principe-là, c'est-à-dire que le gouvernement avait quelque chose à cacher. Donc, effectivement, il l'a reconnu. Officiellement, le gouvernement a reconnu avoir menti sur le ballon sonde en disant que c'était en fait un ballon mogul. Mais ce qui est, à mon avis, une seconde couverture. À mon avis, ça allait beaucoup plus grave que ça, puisqu'on sait que beaucoup de citoyens de l'époque à Roswell impliqués dans cet incident ont été menacés de mort, ont reçu des menaces de mort, etc. Donc c'est allé très loin. Les archives de la base de Roswell ont aussi été supprimées, ne sont plus retrouvables. On a vu des opérations de désinformation comme cette autopsie de l'extraterrestre de Roswell. On a vu une autre opération de désinformation qui est l'affaire du Majestic 12. Donc c'est un sujet extrêmement brûlant
pour le gouvernement des États-Unis. Donc, ma conviction personnelle, c'est que quelque chose s'est écrasé, qui n'a pas d'origine terrestre, qui est probablement lié au phénomène OVNI et qui était matériel. Voilà. Alors aujourd'hui, on en est toujours au même point avec cette affaire Roswell. Où sont les corps? Je suppose qu'ils ont gardé les corps, qu'ils ont gardé les débris de ce prétendu vaisseau. Ça aussi, ça reste mystérieux quelque part. Ce qui s'est beaucoup dit, c'est que les artefacts extraterrestres ont été entreposés à Wright-Patterson, qui est le quartier général de l'armée de l'air. Ils ont fait l'objet de recherches poussées, d'abord par le gouvernement américain, mais ensuite par des contracteurs, donc des grandes sociétés comme Boeing, Lockheed Martin, qui ont essayé de répliquer en fait cette technologie afin de créer une technologie qui permettrait aux États-Unis d'avoir une grande avance sur les autres pays du monde. Le rétro-engineering. Mais voilà, alors pour certains, le F-117, le B-2 ou d'autres technologies, la fibre optique, serait le produit de l'exploitation de cette technologie extraterrestre. Moi, je ne suis pas convaincu par cette hypothèse, mais je pense pas que la fibre optique vient d'une épave extraterrestre récupérée à Roswell. Je pense que on a des scientifiques qui sont suffisamment brillants et travailleurs pour ne pas avoir recours à ces technologies extraterrestres. La science avance de cette manière. Elle avance par saut. Les paradigmes changent. Et puis finalement, il y a une idée, il y a un moment où les idées sont dans l'air du temps. Et vous trouvez plusieurs scientifiques aux quatre coins de la planète qui se connaissent pas, qui produisent les mêmes choses, parce que le moment est venu. Il y a si vous voulez, une convergence des idées, du savoir, de la technologie qui permettent de développer des choses à un moment donné. Et on le voit, encore aujourd'hui, j'ai un collègue de travail qui s'émerveillait devant mon iPhone. J'ai un petit iPhone, pas un iPhone, un iPod. Vous pouvez clipper pour aller courir, il fait même pas 5 cm et il contient 2 gigas de mémoire. Il se dit, mais c'est incroyable la technologie. Puis c'est vrai qu'on remarque que la technologie évolue de plus en plus vite. C'est lié aux fonds qui sont mis dans la recherche, c'est lié au savoir, au niveau d'éducation. Voilà, une politique industrielle des États, c'est lié à plein de facteurs externes. Alors tout à l'heure on parlait des centrales nucléaires. Certains témoins nous disent qu'ils ont vu et qu'ils voient régulièrement des ovnis autour des centrales nucléaires. Ça me fait penser à certains témoins du Sud-Ouest qui nous avaient appelés et qui nous ont dit qu'ils avaient vu des ovnis au-dessus de la centrale de Golfech. Récemment, j'ai une personne qui m'a appelé et qui m'a dit que elle avait vu des ovnis au-dessus de la centrale de Pierrelatte, par chez nous, dans le sud de la France. Comment se fait-il que l'on voit souvent des objets non identifiés autour des centrales nucléaires? Bon, alors je vous renvoie à mon premier livre puisque je traite de cette problématique en long et en large. Mais pour faire simple, le phénomène OVNI est lié à nos problématiques environnementales. Et pour preuve, le crash de Roswell, il faut savoir que la base de Roswell, à l'époque, abritait les seuls bombardiers atomiques au monde. Et c'est justement là où s'est produit ce crash. Donc pour moi, c'est pas un hasard non plus. Je crois que le phénomène OVNI est attiré communément par le nucléaire pour des raisons en fait de conservation de la vie sur la planète. Donc quelle que soit l'origine du phénomène, moi je défends une origine qui est plutôt gaïenne du phénomène, mais on peut très bien concevoir que d'êtres d'autres dimensions ou des êtres extraterrestres soient préoccupés par le fait qu'on possède l'arme atomique. Alors on pense que certains extraterrestres viennent de la 3e dimension, mais bon, visiblement, d'après ce que l'on sait, il est très difficile de se déplacer en 3e dimension. Certains prétendent que les extraterrestres peuvent venir d'autres dimensions, de la 4e, voire de la 5e dimension. Qu'en pensez-vous? Oui, complètement, oui. C'est ce que semblent déjà montrer les manifestations du phénomène OVNI, puisque on a vu que le phénomène OVNI peut être très physique, on a parlé du crash de Roswell, mais il est capable de se scinder, il est capable de fusionner dans des montagnes, il est capable de disparaître sur place, donc il y a aussi un aspect éthérique. C'est pour ça que le phénomène OVNI, je le définis comme un phénomène qui est entre le physique et le psychique, qui a vraiment ces deux composantes en lui, qui dépasse complètement notre façon de voir les choses, qui est très... il y a une polarité, c'est soit noir, soit blanc, etc. Donc on a affaire à un phénomène qui est à l'intersection de la conscience
et du physique, capable de matérialisation, de dématérialisation. Et puis en fait, ça rentre très bien dans le cadre en fait, d'hypothèses, disons que le phénomène viendrait d'autres dimensions. Et puis j'en veux pour preuve les discussions que j'ai eues avec des chamans en Amérique du Sud, qui sont des experts de modification de la conscience, qui me disent oui Fabrice, nous on peut te confirmer parce que quand on fait des exercices de modification de la conscience, on est capable de rentrer dans d'autres d'autres plans de réalité, sur d'autres niveaux vibratoires. Et effectivement, quand on élève ou qu'on descend notre niveau vibratoire, le but c'est plutôt de l'élever, effectivement. Oui. Et on entre en contact avec des entités qui sont des entités extraterrestres, mais qui sont sur d'autres plans dimensionnels en même temps. Alors nous avons reçu ici Anne Givaudan, Serge Nazard, Nicole Dron qui a vécu une NDE et donc Serge Nazard et Anne Givaudan font des sorties de corps, des sorties astrales et auraient eu des contacts justement avec des extraterrestres vivant sur d'autres planètes en 4e dimension. Est-ce que ça vous parle, vous, ce genre de témoignages et de dimensions ? Bon, alors là, on est en plein dans mes recherches, là, oui. Effectivement. Donc c'est vrai qu'on parlait d'outils méthodologiques pour approcher le phénomène OVNI. Le problème de la plupart des ufologues, c'est qu'ils se concentrent sur des aspects qui sont, je dirais, le fruit de la pensée matérialiste dans laquelle on vit. Ils vont étudier les différentes topologies de phénomènes OVNI, ils vont faire des hypothèses sur les modes de propulsion. Alors je pense que cette approche est intéressante, mais n'est pas suffisante, puisqu'on sait que le meilleur moyen d'approcher le phénomène OVNI, enfin pour ceux qui en ont fait l'expérience, c'est par la conscience et par les états modifiés de conscience. Alors bon, on parlait du chamanisme tout à l'heure. Oui. Alors là, pour rejoindre ce que vous avez dit, le parallèle entre les NDE et le phénomène OVNI, il faut savoir que le docteur Ring, qui était un psychologue, professeur de psychologie à l'université du Connecticut, un excellent ouvrage sur la question. Ça fait le parallélisme entre le NDE et les OVNI, que je peux recommander. Et sinon, vous avez l'étude qui a été faite par le docteur Rick Strassman, docteur en psychiatrie à l'université du Nouveau-Mexique. Donc le docteur Strassman a reçu l'autorisation du gouvernement américain en 1990 de conduire une étude sur les effets du DMT. Le DMT, c'est le diméthyltryptamine, qui en fait est une des substances que vous retrouvez dans les plantes hallucinogènes utilisées par les chamans en Amérique du Sud. Voilà. Donc il a injecté à une 50aine de patients et le but c'était pas d'injecter cette substance psychotrope. Le but c'était de trouver des applications thérapeutiques pour soigner la schizophrénie. Et au lieu de trouver ces applications thérapeutiques, toutes ces personnes auxquelles on a injecté cette molécule ont décrit des contacts avec des entités qu'on pourrait dire des entités extraterrestres. Voilà, donc ils ont tous livré la plupart des récits d'enlèvement. Vous lisez leur récit, c'est un récit d'enlèvement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve justement ce parallèle avec ce que vous disent les chamans en Amérique du Sud. Sauf que là, ce sont des patients nord-américains qui ont pris effectivement la même substance, mais dans des conditions cliniques, et qui décrivent des contacts avec des entités sur d'autres dimensions en disant que ces contacts sont plus réels que le réel. Vous connaissez Jacqueline Bousquet ? De nom seulement. Alors nous avons fait régulièrement des émissions avec Jacqueline Bousquet qui a repris les travaux d'Émile Pinel sur les champs informationnels et sur le champ unitaire ultime qu'on appelle Dieu et qui nous disait que finalement c'est simple à comprendre ces histoires de dimensions. Pour Jacqueline Bousquet, pour des gens comme ça, finalement c'est très simple à comprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle ? Oui, absolument. Oui, non, ça m'étonne pas pour moi. On parlait des gouvernements avant. La situation est tellement complexe en matière de phénomènes OVNI qu'à mon avis, ils sont complètement dans le chou, l'équipe. Oui, je crois que c'est eux. Voilà, ils sont plutôt perturbés, à mon avis. Oui, complètement, oui. Alors, bon, moi j'ai défendu une thèse qui dit que beaucoup de phénomènes OVNI, le phénomène OVNI est produit par une conscience terrestre qui s'active quand l'écologie planétaire est perturbée. Donc on parle du nucléaire, et puis c'est évident qu'il y a un gros lien entre le phénomène OVNI et le nucléaire, comme il y a un gros lien entre le phénomène OVNI et la conscience. Vous pouvez pas étudier le phénomène OVNI si vous vous intéressez pas au nucléaire et à la conscience. Ça, c'est les deux pistes à prendre, c'est ce que je dis durant toutes mes conférences.
Voilà, il y a à mon avis une origine gaïenne, une super conscience, mais on a aussi affaire à des êtres qui viennent d'autres dimensions ou des êtres extraterrestres venant d'autres dimensions qui viennent avec des motivations qui sont peu louables, à mon avis. Et là, on parle plutôt des cas d'enlèvement. Alors s'il y a le bien, il y a aussi le mal. On prétend que des extraterrestres sont ici pour semer la perturbation, mais certains disent aussi qu'il y a des extraterrestres qui sont là pour nous protéger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est possible. Oui, ce seraient des êtres de lumière, enfin des frères, des guides spirituels. Puis effectivement, dans le cas des enlèvements, c'était Anne Druffel, qui était elle-même une enlevée et qui a écrit un livre sur comment faire en sorte d'arrêter les enlèvements extraterrestres. Ce qu'elle recommandait, c'était la méditation, la prière, etc. Quand je pose la question aux chamans, je vais poser des questions sur des enquêtes que je fais. Je fais des enquêtes, je rencontre des abductés et je demande en parallèle au chaman de me décrire ce qui s'est passé. Lui va rentrer en transe et au travers d'un médium va m'expliquer ce qui s'est passé durant l'enlèvement de cette personne qu'il n'a jamais rencontrée. Il va me dire ce qui s'est passé et après, ce qui intéresse un chaman, c'est de guérir, c'est pas de décrire ce qui se passe, c'est d'apporter une solution. Parce que le chaman travaille pour le bien de sa communauté en général, les vrais chamans en tout cas. Et lui va me dire, et c'est chaque fois la même réponse, cette personne vibre un taux vibratoire qui est bas, parce que cette personne peut-être se drogue, peut-être que cette personne est dépressive, peut-être que cette personne a des pensées suicidaires, etc. Ou un canal qui est ouvert qui devrait être fermé au niveau des chakras, etc. Et cette personne le chaman va me dire, la seule chose à faire maintenant, c'est la prière et la méditation. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants, à tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion et sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations et les podcasts sur le site de l'émission La Clé du Mystère, www.laclédumystère.com ou .net. Nous retrouvons tout de suite Fabrice Bonvin. Nous parlons OVNI dans La Clé du Mystère aujourd'hui. Alors on a de plus en plus de témoignages, ça me fait penser à Serge Nazar qui fait des décorporations comme Anne Givaudan, on en parlait tout à l'heure, et qui revient, ils reviennent quand même ces gens-là avec des témoignages, ils les ont quand même pas inventés ces témoignages. Oui, bien sûr, on a de plus en plus de témoignages, donc c'est l'approche que moi je voulais mettre en valeur, c'était effectivement l'approche du contact du phénomène OVNI au travers des états modifiés de conscience. Et puis le champ maintenant d'investigation et d'études est vaste. On peut même parler par exemple de la vision à distance, le remote viewing, où certains remote viewers ont justement pu utiliser leur méthodologie, puisqu'il s'agit vraiment d'une méthodologie et d'exercice. C'est comme la méditation. On s'exerce, et puis pour effectivement retirer des informations sur le phénomène OVNI. Donc on a par exemple cet exemple de ce remote viewer. Je ne sais plus son nom, je crois que c'est Joe Monaco, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, qui a pu, je dirais sur une carte, dire où se trouvent certaines bases soi-disant extraterrestres, ou décrire l'intérieur de certains OVNI. Les applications au niveau de la conscience sont énormes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le phénomène OVNI, nous, avec notre conscience, on peut rentrer en contact avec ces intelligences, mais le phénomène OVNI a aussi un impact sur notre conscience. J'ai rencontré énormément de témoins qui, après une observation, même une simple observation, une rencontre plus rapprochée, ont complètement changé au niveau de leurs valeurs, leur façon de voir les choses, d'appréhender le monde, leur rapport aux autres. Et c'est ce qui m'intéressait en tant que psychologue, c'est de voir quel était l'impact du phénomène OVNI sur les gens. L'idée, c'était de me dire, puisque le phénomène OVNI, on ne peut pas l'étudier de manière scientifique, nous n'avons pas les outils pour le faire. Alors finalement, des preuves, on commence à en avoir. Il y a quand même la physique quantique qui nous amène des éléments de réflexion et des éléments de preuve. Absolument, oui. C'est aussi ce que je dis. Il y a deux choses qui vont peut-être nous aider à mieux comprendre le phénomène OVNI. C'est toutes les théories reliées à la conscience, théorie de l'information, etc. Et puis aussi la physique quantique, puisque la physique quantique commence à expliquer certaines observations qu'ont fait des témoins. Oui, la physique quantique apporte aussi des preuves sur justement la conscience qui n'est pas localisée dans le cerveau.
la conscience qui se trouverait justement dans ces champs informationnels. Bon, il y a des niveaux qui sont plus bas que les nôtres. Hein. Je ne sais pas comment on peut vivre dans cette là. Si on continue à se comporter comme on se comporte, on va y aller à vitesse grand V. Mais oui, non, mais je vous rejoins tout à fait sur ces observations. Alors juste un mot avant de se quitter, qu'est-ce que vous pensez des crop circles? Alors ça c'est aussi un vaste sujet. Je fais plusieurs observations. La première, c'est que je pense que la plupart des crop cycles sont des faux, faits par des êtres humains. Mais ça se voit. Voilà, ce sont des filles qui se lancent. Ouais, ça se voit. Ils font des très beaux crop cycles. Ouais. Souvent les crop cycles d'ailleurs les plus complexes sont faits par des hommes. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a des crop cycles qui sont effectivement d'origine exotique, on va dire ça comme ça. On les reconnaît à quoi? On les reconnaît à leurs propriétés biochimiques. Des analyses ont été faites sur la capacité des épis à grandir dans le crop cycle, hors du crop cycle, sur les nœuds aussi qu'ils trouvaient, sur la façon dont le crop cycle est fait. Donc ça c'est le docteur Levengood aux États-Unis qui a fait des études très intéressantes sur ce sujet. Donc il y a effectivement une forte présomption que des micro-ondes soient utilisés dans la création de ces crop cycles. Ensuite, l'hypothèse que j'ai creusée dans mon livre, c'était de dire que, hormis ceci, les crop cycles sont là pour nous donner un message. Voilà, il y a une connotation symbolique très importante. Les gens qui sont doués de dons psychiques sont à même souvent de ressentir quelque chose, un message. Et puis ce message a souvent une connotation également écologique. Voilà, donc, moi j'ai étudié l'aspect symbolique de ce phénomène, connotation écologique. C'est aussi intéressant de voir que ce phénomène est fait dans le blé. Et le blé, c'est le signe de la fertilité, c'est le symbole de la fertilité. Et puis moi je trouve ça très beau de toute façon. Je trouve ça poétique, c'est beau. Les fermiers doivent trouver ça moins drôle, ça c'est clair. Ouais. Ça fait partie intégrante du phénomène ovni, oui. Alors d'après ce que j'ai entendu dire, les crop circles, il y en a un peu partout, il n'y en aurait pas que dans les champs. J'ai entendu dire qu'il y en aurait dans les arbres, qu'il y en aurait dans la glace. Ça aussi, c'est quand même assez curieux. Effectivement, il y en a qui ont été vus sur la glace, les arbres, etc. Oui. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que les 95% des crop cycles, c'est quand même fait dans le blé. Puis ils sont faits dans le blé et dans le sud de l'Angleterre. C'est quand même très localisé. Même si on en trouve en Suisse, on en trouve au Japon, on en trouve en Australie. Alors on dit qu'il y a des faux crop circles, mais les faux crop circles, de toute façon, on s'en aperçoit assez vite parce que le blé est écrasé. Et les vrais crop circles, le blé est tressé et c'est tout autre chose quand même. Et puis les crop circles deviennent de plus en plus sophistiqués. On ne peut pas faire des crop circles comme ça avec des planches en un clin d'œil, c'est pas possible. Absolument, il y a des crop cycles énormes qui ont vu le jour en l'espace de quelques heures. Bon, mais c'est vrai qu'on observe une complexification des figures géométriques. Au fil des années, je me souviens au début des années 90, on avait affaire à des cercles, des fois entrelacés, et c'est tout. Et maintenant, on a des superbes dessins. Non, c'est magnifique. Je pense que l'informatique a quand même contribué à ce que les êtres humains puissent faire de jolis crop cycles. On a l'impression que c'est de la photo-impression. Oui, absolument. Non, c'est vrai. Non, moi je reste bouche bée. Alors une dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs univers? Oui, mais ça fait partie des différentes hypothèses qui sont discutées, au même titre que la théorie des cordes ou la théorie des supercordes, qui dirait qu'il y aurait par exemple 12 dimensions, et d'autres physiciens ont fait des hypothèses de multivers avec, je dirais, des univers qui seraient en fait superposés et qu'on pourrait rejoindre d'une manière ou d'une autre. Ouais, non, je suis pas physicien et j'ai pas d'objection à cette hypothèse. Ça pourrait expliquer certaines manifestations du phénomène ovni, absolument, au même titre que la présence d'autres dimensions. Mais voilà, c'est ce qu'on disait avant. Je crois qu'il y a deux axes que l'ufologie doit prendre au niveau de sa recherche. Un axe qui concerne la conscience et un axe qui concerne essayer de mettre en relation nos acquis en matière de physique, la nouvelle physique, la physique des multivers, des supercordes, etc., la physique quantique, avec nos recherches pour mieux appréhender le phénomène ovni, mais tout en ayant à l'esprit que le phénomène ovni est intimement relié à l'écologie planétaire. Et ça, c'est très important à garder à l'esprit.
Alors pour terminer, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs qui se passionnent pour le paranormal et surtout pour le phénomène OVNI? Non, mon message, c'est peut-être que dire que le temps s'accélère. On a parlé de l'évolution des mentalités vis-à-vis du phénomène OVNI, pour le mieux. Les choses vont de plus en plus vite, les choses se savent. On va arriver à une période qui va être de toute façon extrêmement critique d'un point de vue écologique. On ne peut plus revenir en arrière. On va au-devant de catastrophes, ça c'est évident. Mais je veux dire, de toute façon, maintenant, c'est un peu le temps des révélations, quoi. Je veux pas sonner trop apocalyptique. C'est vrai, on voit le nombre d'humains, on est de plus en plus nombreux, les ressources sont quasiment épuisées. En plus, maintenant, l'information circule de manière instantanée dans le monde entier. Les choses commencent à se savoir. On voit avec la dernière affaire de la NSA, par exemple, et on voit que toutes les manipulations commencent à s'écrouler les unes après les autres, et qu'on assiste, c'est fantastique, à une prise de conscience des gens de ce qui se passe réellement, finalement. Les gens sont en train de se réveiller. Et je trouve ça, c'est passionnant à observer. Mais par contre, on arrive, c'est vrai, à un carrefour de l'histoire de l'humanité où il va falloir absolument prendre les bonnes décisions, sinon on risque de courir à la catastrophe. Alors vous donnez des conférences? Oui. Beaucoup ont été enregistrés et sont consultables sur mon site internet, c'est www.extraterrestre au pluriel.org. Autrement, vous tapez mon nom, Fabrice Bonvin, dans Google et vous tombez sur mon site internet. Donc je le donne, je l'ai donné dans le cadre des repas ufologiques. J'ai donné des conférences aussi dernièrement à l'armée suisse. Et puis en général, alors ça dépend, les thèmes peuvent changer en fonction, je dirais, de mon public. Mais je donne des conférences, je dirais, grand public de présentation du phénomène OVNI, de son histoire et de ses particularités. Et puis aussi à l'armée, par exemple, j'ai plus parlé des OVNI sous l'angle de la défense. Mais je suis toujours ouvert à donner des conférences sur des thèmes assez variés, puisque l'ufologie, comme vous le savez, un domaine très vaste. Et puis j'ai l'intention de donner je me suis déjà engagé à donner une conférence l'année prochaine qui aura pour thème, les gouvernements secrets et les OVNI. Donc voilà, une dimension un peu plus conspirationniste. Les auditeurs pourront me retrouver dans de nombreuses revues. J'écris sur les OVNI, mais j'écris aussi sur l'économie et la politique, notamment dans Top Secret Magazine, et puis aussi dans l'excellente revue Nexus, qui est tout aussi excellente que Top Secret, mais peut-être un petit peu plus scientifique et plus basée sur les thématiques de la santé. Fabrice Bonvin, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt, au revoir. Merci à vous et puis au plaisir de se reparler. Le temps passe trop vite. À bientôt, merci, au revoir. Fréquence Évasion.